Gaussier et Aventin. Aventin, c'est une rime pour le butin qui suit dans le deuxième vers, le troisième vers. Le texte du mausolée étant à demi effacé, et pourrait justifier cette remarque de Nostradamus, de sexe, Mossol faillir la renommée. Alors, je reprends cette idée, sexe, je grossis, voici la traduction. Alors, ce vers a été écrit dans le temps des Romains, Sextius Lucius Marcus, fils de Caius, de la famille des Gilliers à leurs parents. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Vous avez un autre quatrain, le 985, conflit auprès Saint-Paul de Mancéol. En 1536, alors quand Nostradamus était un jeune homme, Anne de Montmorency pratique la méthode de la terre brûlée contre la tentative de Charles Quint d'envahir la Provence par le Var. Prévost précise que près du mont Gaussier, et donc de Saint-Paul de Mossol, à l'entrée de la route des Alpilles, parce que la route des Alpilles commence là, d'un trou entre deux rochers fut lancé le coup de mer contre les fourrageurs de Charles Quint lors de sa tentative d'invasion de la Provence en 1536. Oui. Un an plus tard, Anne de Montmorency recevait l'épée de commissaire. Alors, bon, et juste une petite pique ici à Vlécou-Ionescu. Dans son livre « L'histoire secrète du monde » de 87, voici ce qu'il sait du montgolfier. Métaplace, montgolfier pour montgolfière, nom de l'inventeur des aérostats. James Randi, lui, va beaucoup plus loin. Il explique, c'est là que j'ai pris toute cette information, il explique dans son Mask of Nostradamus, paru 3 ans plus tard, l'essence réelle de Montgolfier. Et dans un nouveau livre, en 93, 3 ans plus tard, Ionescu sait maintenant que Gaussier s'est inspiré du mont Gaussier. Il ne savait pas avant. Là, il sait grâce à James Randi. Autrement dit, Nostradamus, quand on sait de quoi il parle, c'est parfaitement limpide, mais ça n'a rien à voir avec la prédiction du futur. Oui. Rien à voir. C'est pour ça que l'intérêt pour Nostradamus, à mon avis, devrait disparaître complètement. Mais il est historique. Historiquement, d'accord. Mais, enfin, on peut pas dire, justement, monsieur Hamel, on peut dire les centuries, les quatrains, dire que c'est Nostradamus, c'est encore une autre affaire. Oui, c'est peut-être pas lui. Donc c'est peut-être pas lui. Mais effectivement, tout ça est tout à fait juste. Il n'y a pas de contestation. Ça montre bien qu'effectivement, il y a eu 2 temps, comme je disais tout à l'heure, le temps où on a trafiqué les centuries, et le temps où on les a interprétés avec un certain nombre d'astuces, etc. C'est tout. Mais même chose pour la Bible, d'ailleurs. Il y a eu un temps où les textes pouvaient être changés, puis ils ont été fixés. Voilà. Et après ça, exactement, c'est le même processus, ça se fait en 2 temps. Il y a un moment donné où le texte est encore en mouvement, et effectivement, c'est même pas la peine de s'amuser à triturer le texte, il suffit de le modifier. À un autre moment, on ne peut plus modifier le texte, mais on peut changer, on peut profiter effectivement que telle lettre est changée. Ça se fait, il y a 2 stratégies successives. Je vais faire office de modérateur, mais je ne m'empêcherai pas d'intervenir. Voilà. Alors, est-ce qu'on parle ça va? Moi, ça va. Okay. C'est ce que je voulais dire, c'est que... On arrête de filmer. Comme le débat, comme il n'y a pas eu de débat, moi je souhaiterais qu'on continue. Il faut avoir un débat, mais on avait dit que les débats, c'était pas... Est-ce qu'on ne pourrait pas filmer aussi le débat? Parce que on veut pas que ça n'a pas été très animé. Moi, je suis un peu... Moi, ça m'est égal. Bon, d'accord. Parce que moi, je trouve qu'autrement, on a pas très vivant. Ce que dit M. Hamel était très intéressant, mais ça ne participe pas vraiment au débat. C'est un élément de documentation. On ne sait pas ce que vous allez faire. Vous êtes du côté où on ne filme pas. Ça m'est égal. Bon, ben là, c'est réplique de Hamel. Mais moi, j'ai pas répondu à tout, là, encore. Nous orientez. Là, on va... Donne-nous la parole à tout. Bon, alors, il y a 2 sujets. Il y a 2 sujets. Il y en a un instant. Moi, ça me... Non. Ma voix suffit. Voilà. Ma voix seulement lui, vous mettez derrière lui, il n'est pas filmé. Ma voix suffit. Mais les autres, moi, je veux bien être filmé, je veux bien être filmé. Puis l'autre monsieur, je crois que ça ne le gêne pas non plus. Bon, alors, on a 2 sujets. D'abord, une refonte, enfin, une relecture, si je peux m'exprimer ainsi, du paradigme astrologique. Bon. Et deuxièmement, Nostradamus. Alors, je pense qu'il faudrait commencer par le premier, et non pas tout mélanger. Alors, je vais tenter un résumé. Non? Laisse-nous poser des questions. D'accord, allons-y. Alors, qui a levé la main en premier? Monsieur Larrivé. D'accord, ok. Monsieur Larrivé. Oui, écoutez,
Je suis très intrigué par votre concept de astrosensibilité et cosmocratique, et j'ai cru comprendre que ces deux concepts étaient reliés. Ma question est, qui est autosensible? Qui est astrosensible? Comment on peut le savoir? Parce que vous conviendrez avec moi que si on fait de la science, on doit avoir dans nos concepts, notre façon de faire les choses, avoir au moins un caractère prédicteur. D'accord. Alors je suis très intrigué par ça. Qui? Vous voulez qu'on pose d'autres questions ou bien je réponds? Non, répondez à cette Bon, mais 2 minutes là. Vous avez un tissu pour effacer? Ah oui, d'accord. Alors, effectivement, l'idée essentielle de ma position, c'est toujours le côté visible. C'est-à-dire qu'effectivement, comme vous dites vous-même, il ne suffit pas d'annoncer un événement, il faut des choses très concrètes. Et l'idée qui me paraît importante, c'est la notion de mouvement. Mouvement physique, c'est-à-dire mouvement des gens. Par exemple, si on regarde par exemple les campagnes électorales aux États-Unis, on voit par exemple qu'ils bougent beaucoup, ces gens-là. Ils bougent beaucoup, ils se déplacent beaucoup. Par définition. Ils se déplacent beaucoup, il faut qu'ils parcourent l'ensemble du pays, etc. Et moi j'ai étudié récemment l'histoire des présidents des États-Unis, on voit par exemple que tel président a gagné parce qu'il s'était beaucoup plus déplacé qu'un autre. Il y en a un qui restait dans son coin et l'autre il a fait 300 escales par train en un mois. Bon. Donc cette idée d'un signal, le signal n'est pas censé agir sur le plan simplement psychique, si vous voulez, en disant tout d'un coup, je ne sais pas quoi, il se passe des choses, etc. Il s'agit de choses beaucoup plus concrètes. Le signal détermine une cinétique, si vous voulez. Une cinétique, il détermine. Lorsque la personne, on est un peu chez Pavlov quand on parle de signal, hein, le signal est reçu, le signal est capté, l'astrosensibilité, et il déclenche chez ceux qui le captent, remettez la lumière peut-être, il déclenche chez ceux qui le captent un mouvement. Mais comment on sait qui est astrosensible? Eh bien, je peux vous répondre très simplement, est astrosensible celui qui réagit par le mouvement au processus. Mais vous dites que c'est pas tout le monde. Alors comment on peut faire, en tant que chercheur, pour déterminer la personne qui est autosensible et celle qui ne l'est pas? Parce que si on pouvait le faire, ça serait une confirmation extraordinaire de votre théorie. Et si on ne peut pas le faire, c'est du blabla. D'accord. Eh bien, donc effectivement, moi je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, on pourrait peut-être avoir... Alors, donc sur ce point, je répondrai de deux façons. Premièrement, qu'il s'agit de montrer que la réponse est à la fois simple et complexe. Elle est simple dans la mesure où est astrosensible celui qui, lorsque ces configurations particulières se produisent, va se retrouver de façon relativement précipitée, en quelque sorte, dans un processus de mouvement intense. Et qui va réussir. Et mouvement intense, qu'est-ce que ça veut dire un mouvement intense? C'est un peu ce qu'on pourrait appeler un mouvement de polémisation, si vous voulez. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on sait très bien qu'est-ce que c'est que le pouvoir c'est de rassembler, le pouvoir c'est de rassembler les gens, etc. Bon. Si ce mouvement de rassemblement, il consiste à circuler, disons, dans un espace relativement large, et de rencontrer un très grand nombre de personnes, de voyager en disant, si la personne est animée de façon presque obsessionnelle et compulsive d'un processus de mouvement... Mais tous les candidats font ça. Non, attendez, laissez-le finir. Tous les candidats à la présidence font ça, de circuler beaucoup. Il y en a juste un qui est élu. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une petite astrosensible qui est... D'abord, premièrement, je n'ai pas du tout établi mon système à partir de la présidence. Pour une raison très simple, c'est que le calendrier des élections présidentielles n'a rien à voir avec le calendrier dont je parle. C'est fixe. J'ai jamais dit que le calendrier des élections présidentielles américaines avait quoi que ce soit à voir avec des configurations astronomiques. J'ai jamais dit une chose pareille. J'ai simplement dit par analogie, je disais simplement que nous vivons dans une société où ce processus, il y a des sortes de séquelles, il y a des éléments qui vont dans ce sens-là. Mais je n'ai jamais dit en aucune façon que, par miracle, le calendrier des élections américaines s'ajustait sur quoi que ce soit. C'est un exemple, mettons. Mais alors, ces gens qui sont astrosensibles et qui s'agitent, ils s'agitent parce qu'ils sont astrosensibles, mais ils sont astrosensibles parce qu'ils s'agitent.
si on n'a pas un critère autre, Le succès. ben, on est dans la pétition de principe ici. On est dans la tautologie. Excusez-moi, alors je n'ai pas cette même impression. Si effectivement, une certaine catégorie de personnes s'agitent à certains moments particuliers, et si ces moments particuliers correspondent aux mêmes configurations, parce qu'on a bien parlé de signaux extrêmement simples et qui sont récurrents, eh bien à ce moment-là, ça veut dire que cette agitation, elle est provoquée par ces signaux. Avez-vous des données d'observation? Écoutez, on va pas, en l'espace d'un quart d'heure, résoudre le problème de ces questions-là. Je dis que ça existe, ces signaux-là. Bon, ok. Philippe. C'est aller voir les signaux. Alors les voir, il n'y a pas de problème de les voir, puisqu'il s'agit de configurations astronomiques précises. Mais on peut dire n'importe quoi, mais comment on peut mesurer ces signaux-là? Attendez, on va essayer de... Alors, vous voulez qu'on rentre dans le détail de ces signaux? C'est pas... On a un problème de timing. Il ne faut pas tomber à côté. C'est pas le débat. Le débat n'est ni de voir les signaux, on peut les décrire précisément, on peut les calculer précisément, on peut calculer précisément leur fréquence. Comment on va les calculer? Non mais ça c'est pas un souci, c'est un problème purement astronomique, ça ne pose aucun problème. Là, j'ai l'impression que nous avons une discussion où vous passez à côté de la cible. Le débat n'est pas là. Il y a une conjonction de Saturne avec certaines étoiles qui se fait régulièrement depuis des millénaires au même moment, à la même époque, qui peut être calculé, c'est pas le débat. Le signal lui-même, il est parfaitement calculable et il appartient à la loi, aux lois astronomiques bien précises. Ok, Philippe, vas-y. Vas-y. Le hasard ou le destin fait que ce soir, nous avons une conférence sur le darwinisme. C'est au fond l'enjeu, pourquoi de base, l'enjeu métaphysique de base, c'est est-ce que l'espèce humaine doit-elle répondre à une certaine destinée, ou n'est-elle que purement contingente, aléatoire, et n'a aucune destinée à remplir, pour disparaître, ça n'aurait pas d'importance. Or, je crois que la position de M. Almron est que l'espèce humaine, quelque part, a une destinée à accomplir. Sauf que, comme moi je comprends ça, c'est que c'est pas évident de percevoir, c'est pas une destinée automatique, c'est pas certain que ça va réussir. Et c'est pas évident de percevoir les bons signaux dans le bruit environnant. Alors, il y aurait des personnes astrosensibles qui percevraient les signaux, qui percevraient mieux dans quelle direction orienter l'évolution de l'espèce humaine, pour que l'espèce humaine puisse répondre à sa destinée. Mais tout ça, c'est dans une confusion parce qu'il y a des tas de bruit. Tout le monde se met à donner son avis. Et comment sortir le signal du bruit, le signal authentique du bruit? Alors, l'intérêt pour l'astrologie ou l'Nostradamus ou pour la Bible et tout ça, c'est toujours l'arrière-plan, la position de base, c'est l'être humain est destiné. Comment arriver à décrypter cette destinée? Comment arriver à savoir par où aller? Mais si au contraire on prend le point de vue darwiniste strict, rien n'y a pas de destinée, ça n'est plus du tout important. Moi je pense qu'on peut tout à fait parler des rapports entre... Moi je m'intéresse beaucoup à Darwin, on peut tout à fait intégrer ce que j'ai dit dans le cadre des travaux de Darwin. Parce qu'effectivement, premièrement, comme vous avez compris, je n'ai pas dit que ce rapport entre l'humanité et le cosmos avait existé de toute éternité. Parce que j'ai dit au contraire que c'était le résultat d'une certaine action, d'une certaine convention, à un certain moment de l'histoire de l'humanité. Donc je dis, alors c'est un point qui est très important, c'est une théorie qui ne pose pas le rapport entre l'homme et le cosmos comme un rapport remontant au Big Bang ou je ne sais quoi. C'est un moment qui s'inscrit dans l'histoire. Et à un moment donné, c'est l'humanité qui s'est inscrite dans ce rapport aux signaux. Donc ce ne sont pas des signaux qui préexistent à l'humanité ou qui sont synchroniques à l'humanité, mais des choses qui sont dans une historicité relativement récente, bon, premièrement. Et moi je considère à propos de Darwin que précisément le moment où l'humanité s'est mis en tête d'utiliser le cosmos comme repérage, ce qui n'est pas du tout évident, parce que finalement, elle a dit, pour les travaux darwiniens classiques, l'homme aurait réagi aux choses qui se présentent directement à lui, c'est-à-dire aux problèmes qui se provoquent. Bon, or, le cosmos n'interpelle pas directement l'humanité. On peut dire qu'il peut y avoir un changement climatique qui interpelle l'humanité, il peut y avoir certains animaux qui peuvent arriver, mais le cosmos, lui, il est très loin.
Donc là, ça remet en question effectivement les travaux de Darwin d'une certaine manière, mais à la fois ça les confirme. Ça veut dire que l'humanité ne s'est pas contentée de s'adapter à des enjeux ou à des obstacles qui se présentaient sur son chemin, elle a également, par un certain moment, décidé, ou certaines populations au départ, parce que ce n'est pas l'humanité dans sa totalité au départ, mais certaines sociétés ont décidé d'utiliser la dynamique cosmique comme un modèle de fonctionnement intéressant, utile, et à partir de ce moment-là, pour pouvoir avoir un plus grand potentiel. Mais ça ne s'agissait plus là, tout simplement, il ne s'agissait plus d'une adaptation purement et simplement à des obstacles qui se présentaient immédiatement. Il s'agissait d'une volonté d'avancer, de progresser. Donc je pense que chez Darwin, il ne faut pas oublier que l'humanité aussi, à certains moments, a voulu progresser. Alors, si on prend le cheval, par exemple, on ne peut pas dire que le cheval s'est imposé aux hommes. C'est l'homme qui s'est dit, tiens, il y a des chevaux, on va peut-être pouvoir s'en servir. C'est à l'homme récupère des énergies, récupère des forces, qui ne sont pas forcément des forces qui s'imposent à lui auxquelles il est obligé de s'adapter, mais c'est des forces qu'il utilise parce que ça peut renforcer son action. J'avais mis mon nom si Ah, tu vas-y, me permets. je dirai après. Bon, Et je l'ai après. oui. Je pense, Philippe, que tu penses ça large. J'ai pas vu dans les propos de Michel Brun, n'est-ce pas, une quête du sens de la destinée humaine. Là. Je pense qu'une position comme la sienne pourrait être aussi scientifique, entre guillemets, que sans qu'on ait à interpréter ça, de toute façon. Mais il y a plusieurs choses. D'abord, si j'ai bien compris, l'humanité s'est servie du cosmos pour gérer le temps, les cycles, les rythmes de la vie, etc. Bon, puis ça fonctionne. On en a encore minimalement aujourd'hui. Le soleil, l'année, c'est la translation de la Terre autour, et puis la journée, c'est on est quand même minimalement encore là-dedans. Mais vous dites que comme ces éléments de cycle, de rythme, qui reviennent périodiquement, cette périodicité, comme nous ne sommes plus dans la vie courante des observateurs des astres, et qu'on continue quand même à avoir dans nos activités une forme de périodicité qui rappelle ou qui est héritée de cette façon de faire, vous allez jusqu'à dire que dans une certaine mesure, ce ne serait même pas une continuité culturelle, mais bien c'est tellement intégré en nous que vous allez même parler que c'est dans nos gènes. C'est pas le mot que vous avez employé, mais une espèce d'hérédité des caractères acquis. Bon, et ça, évidemment, c'est extrêmement gros. C'est extrêmement gros. Je termine. Donc, mais alors, autrement dit, donc, même si aujourd'hui on n'a plus le stimulus de départ, on ne voit plus Jupiter arriver dans telle constellation, etc., ou Saturne, pour reprendre votre exemple, arriver devant telle étoile, qui est des millions d'années-lumière plus loin d'ailleurs. C'est pour nous, ça semble aller ensemble, mais dans l'univers lui-même, il n'y a pas rien de... Enfin, autrement dit, le stimulus de départ, ou ce que vous appelez le signal, on ne le perçoit plus, mais il continuerait, chez certaines personnes, à avoir une influence. Donc, vous ne dites plus que l'astrologie prédit les deux bons vieux volets là, de l'astrologie prédictive des événements et personnologique. Là, vous récusez ça, que le thème astral de chacun donne la personnalité, etc. Et vous dites que seulement certaines personnes seraient, comme vous dites, astrosensibles à certaines configurations astronomiques. Par exemple, Saturne qui passe devant, je ne sais pas, Alpha du Centaure, je ne sais trop. Évidemment, ça aussi, c'est extrêmement gros, en fait. Parce que quand vous dites signal, et c'est là, je rejoins la question, quel est ce signal? Puisque si, comme les anciens voyaient, Saturne arrive devant Alpha du Centaure, donc nous devons réélire notre chef. C'est une simple coïncidence, nous servons. Mais si aujourd'hui, on veut réélire notre chef sans savoir que Saturne arrive devant Alpha du Centaure, premièrement, il faut des données d'observation. Est-ce que vous ou d'autres ont fait des données? Est-ce que oui, vraiment, il y a de ces conjonctions, de ces processus cosmiques qui sont contemporains, qui arrivent avec des événements réels? C'est ça qu'on veut savoir. Est-ce qu'il y a d'abord des données d'observation? S'il n'y a pas de données d'observation, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Et je continue. OK? Alors, à ce moment-là, évidemment, ce signal, et là, je repose la question, nous sommes des matérialistes,
puisqu'il n'est pas perçu par les gens qui sont astrosensibles. Si les gens sont astrosensibles, je m'intéresse au ciel, je me fie à ce qui se passe, je vois qu'il y a une conjonction Mercure-Vénus, blablabla, donc je vais réagir comme ça. Ben, c'est pas de l'astrosensibilité, c'est de l'astro-information, bon, etc. Mais de savoir que des gens qui n'ont rien à voir, qui connaissent pas du tout la position de Saturne, etc., vont s'agiter parce que Saturne passe devant Alpha du Centaure tout à coup, parce que ça serait dans leur gène que, je veux dire, quel est ce signal? Il faut le définir, il faut essayer de le mesurer, il ne faut pas le supposer à partir de données empiriques qui n'existent même pas. Alors, bon. Voilà. Alors, pour nous... Je vais répondre exactement à votre question. Je crois qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été bien comprises dans ce que j'ai dit. Premièrement, comme disait monsieur, il y a beaucoup de bruit. J'ai jamais dit que toutes les élections qui étaient organisées par les uns et les autres dépendaient de ces signaux. J'ai jamais dit une chose pareille. Au contraire, justement, le problème, c'est qu'il y a des tas de systèmes qui sont mis en circulation et qui viennent provoquer des événements à des moments qui n'ont rien à voir avec ces signaux. Donc, je ne cherche pas du tout à ajuster ces signaux avec notre agitation à nous, telle qu'elle est programmée de façon complètement aléatoire par un calendrier où tous les 4 ans on doit faire des élections. Donc de ce côté-là, je ne cherche pas du tout à ajuster les deux choses. Bien que ça pourrait effectivement être tentant, mais moi ce n'est pas ma démarche. Je ne pense pas que toutes les élections américaines, il y a certaines élections qui évidemment tombent sur ces signaux et d'autres élections qui ne tombent pas sur ces signaux. Parce qu'il se trouve que le rythme de 4 ans n'est pas un rythme qui correspond au rythme des signaux dont je parle. Il y a un point, je crois, qui est très important. En réalité, il ne s'agit pas ici de dire, par exemple, nous considérons que les gens sont astrosensibles à des planètes qu'on ne peut pas voir ou qui sont au-delà de ça. Il s'agit simplement de dire que la différence est très simple. Vous me dites que les étoiles sont très éloignées. Il ne s'agit pas de savoir si elles sont éloignées. Pour nous, elles sont visibles. Elles sont visibles. Donc le signal qui fait que Saturne, à un moment donné, se trouve en alignement avec une étoile, ça exige, c'est un phénomène purement visible. On n'est pas en train de dire que l'influence de l'étoile qui vient d'il y a des millions d'années-lumière agit. On dit simplement... Qu'est-ce que c'est que ça? Le signal, c'est... si j'ai dit, par exemple, qu'il y a deux objets qui se... c'est Pavlov, deux objets X et Y, qui à un moment donné se réunissent. Quand ils se réunissent, il y a le signal. Quand ils s'éloignent, il n'y a plus de signal. Non, quel est le signal? Supposons que personne ne sait, que personne sur la Terre ne sait que Saturne passe devant Alpha du Centaure, mettons. Que personne ne le sait, que personne n'y occupe d'importance, est-ce que ce signal va quand même avoir une influence sur certaines personnes? Il va avoir une influence, mais il ne va pas avoir une influence parce que l'étoile va agir à des milliards de kilomètres de nous. Elle va avoir une influence parce que, dans un contexte qui reste le même que pour répondre très simplement, je dirais que certaines personnes vont être amenées à percevoir ce que nos ancêtres percevaient. Ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il y a une conjonction Saturne, ce que j'ai dit simplement, c'est qu'aujourd'hui, dans notre société, on ne s'intéresse pas à ces signaux, d'accord? On ne s'intéresse pas. Ces signaux existent. Mais moi, notre position, nous, ce serait que si on ne les perçoit pas, ils n'existent pas. Non, mais d'accord. Mais voilà. Non, mais je veux dire qu'ils ne sont pas imperceptibles, ces signaux. En tant que signaux, attendez. Premièrement, on va serrer les problèmes. Premièrement, le signal virtuellement existe. C'est-à-dire que la configuration en question existe toujours. Mais et vous, par exemple, si je vous dis d'aller la voir, vous la verrez. D'accord? D'accord. On n'est plus dans... Donc je vous demande pas d'avoir des compétences particulières ou de capter particulières ou de capter l'influence de je sais quoi. Aucun problème. On vous demande simplement que... Bon, si vous, on vous disait, allez voir, je vous dis à tel moment, Saturne se trouve en conjonction avec Régulus, par exemple, vous allez regarder le ciel et vous voyez Saturne en conjonction avec Régulus. Mais oui, attendez, ne mélangeons pas les problèmes. Donc, à ce niveau-là, on est d'accord que le signal, il est là. Et non, il y a un phénomène. La configuration en question, elle existe. Mais ce n'est pas pour nous un signal. Non, elle est signal. Pour que ce soit un signal, il faut qu'il y ait certaines personnes qui soient capables de tenir compte de cette configuration et qui soit mais monsieur a extrapolé parce qu'il a dit il faut aussi que nous sachions que nous sommes capables de capter cette influence. Non, il s'agit simplement, disons, d'une espèce de programmation qui amènerait certaines populations très limitées à
s'intéresser à ce signal astronomique sans avoir été, c'est-à-dire une sorte d'instinct, inconsciemment. Bien évidemment. Mais tous les débats quand on parle de biogénétique, on parle bien d'inconsciemment. Non. Il est évident que depuis le départ, il est évident que quand on a dit qu'on passait du culturel à l'autre niveau, on passait dans le domaine de l'inconscient. C'est une évidence qui a été posée depuis la première minute où j'ai pris la parole. Ça voudrait dire que si, de notre point de vue, à nous, de notre perspective, parce que si on était sur la planète Mars, c'est pas ça qui se passerait, Saturne passe devant Régulus, et il doit y avoir, de ces passages-là, il doit y en avoir des milliers. Non. Ben pourquoi Saturne Régulus, pourquoi pas Saturne devant une autre étoile? Parce que justement, c'est le signal. Mais quel signal? C'est le signal qui a été choisi. C'est là que mais attendez, vous ne comprenez pas. Un signal, c'est choisi par un signal est choisi par une population X. Évidemment. Attendez, là, il y a une sorte de dérapage. Il s'agit pas de... Non, écoutez, calmons-nous. Calmons-nous. Parce que là, tout à l'heure, on est en train d'enfoncer des portes ouvertes. Il s'agit, j'ai dit tout à l'heure, que certaines sociétés ont choisi certaines configurations comme étant signifiantes. Donc j'aimerais dire qu'elles ne vont pas choisir toutes les configurations possibles. Ok. Bon, donc quand vous dites qu'elles ont choisi, pourquoi elles ont choisi celui-ci? Elles ont choisi celle-là. Alors, celles qui ont été choisies sont devenues... Alors, celles qui ont été choisies sont devenues génétiquement inscrites à l'intérieur de certaines personnes. Certaines personnes sont conditionnées, programmées pour accorder de l'importance à ces signaux spécifiques. Ben, enfin, il faut le démontrer. Philippe, une des questions qu'on se pose nous tous, c'est l'influence. Bon. Il y a un cas j'ai lu dans vos textes, parce que je suis allé sur votre site, vous parlez de Gauquelin et l'effet Mars. Je ne sais pas si les autres sont au courant. Alors, quand Mars est à l'ascendant ou au méridien, lors de la naissance d'une personne, cette personne-là risque d'être un athlète de très haut niveau. Alors, Gauquelin a produit, je ne sais pas combien de fois, des statistiques et arrivait toujours avec une prépondérance des deux zones en question, l'ascendant et le milieu du ciel. Or, ce groupe ici, dirigé par Claude Bensky, ils ont refait, avec la participation de Gauquelin, le test pour au-delà de 1000 athlètes français. D'accord? Vous m'écoutez, M. Albrandt? Oui, mais on va rapprocher le livre pour qu'on le voit. Ah, d'accord. C'est une bonne idée. Oui. Alors, dans ce texte, donc, ils ont repris, avec la collaboration de Gauquelin, tout le protocole au complet, avec son accord. Ça a été publié, entre autres, le protocole dans Sciences et Vie. Et à un moment, ils se sont rendus compte que Gauquelin leur fournissait des listes d'athlètes. Et dans ces listes d'athlètes, il y avait toujours, c'était plus au hasard, là, il y avait toujours des prépondérances de l'ascendant ou du milieu du ciel dans sa liste qui dépassaient largement le hasard et la possibilité statistique. Alors, ils ont rejeté beaucoup de ces listes-là, ils s'en sont tenus à des listes objectives qu'ils ont faites, et à la fin du volume, eh bien, on a les statistiques, il n'y a aucune espèce d'effet Mars. Alors, c'est ça que, quand vous parlez de cosmocratique, là, c'est ça qui nous intéresserait, d'avoir une façon de mesurer ça statistiquement. Oui, absolument. C'est pour ça qu'on devrait avoir d'autres réunions, parce que là, effectivement, on n'a pas le temps d'en discuter. Et voici, là, je lis j'ai lu un de vos textes et je l'ai annoté. Là, quand vous parlez de Truman et de, comment il s'appelait, Dewey et Truman. Oui, c'est vrai. Bon, alors vous parlez de cette élection en 1948, dans laquelle il y a eu une conjonction de Saturne avec Régulus. Et vous dites que pour Obama, la même conjonction s'est reproduite. Moi, j'ai juste un petit problème. C'est que j'ai sorti cette conjonction avec ce logiciel d'astronomie. Ici, c'est une sorte de planétarium miniature, Redshift 3. Et effectivement, Saturne s'est rapproché de Régulus, mais pas dans la constellation de la Vierge, comme vous dites. Mais Régulus, c'est l'étoile majeure, alpha, de la constellation du Lion. Mais bien sûr du Lion. Oui, mais vous parlez de la Vierge. Mais non, vous n'avez pas compris. C'est les éphémérides qui...
Mais Comme ça, c'est vos éphémérides astrologiques. Mais non, mais la question, c'est que, effectivement, c'est la même chose quand c'est simplement un système de calcul. On sait très bien que Saturne que Régulus est la conjonction du Lion, mais quand je dis par exemple qu'actuellement Saturne il est effectivement dans le système tropique, il rejoint Régulus au début de la Vierge, mais c'est simplement une question de convention. En réalité, on parle de la même chose. Ce sont deux systèmes qui se croisent. Donc quand je dis que Saturne transite Régulus, vous pouvez mettre ça dans une conjonction, dans un système X ou Y, Saturne sera sur Régulus, c'est tout, point final. On ne va pas oublier la Vierge là-dedans. La Vierge, c'est simplement un référentiel tropique, purement et simplement. Ne me dites pas que je suis en train de vous dire que Régulus est dans la Vierge, monsieur Abel, je ne suis pas idiot. C'est simplement un référentiel. C'est un référentiel. Ce sont les éphémérides qu'on utilise font que quand on calcule aujourd'hui la position de Saturne, on la calcule d'après un système qui est décalé par rapport aux constellations. Non, justement, je vous cite, d'accord? Si l'on examine la configuration céleste accompagnant cette débauche de déplacement, ceux de Truman, par rapport à Dewey, de la part de Truman, donc, l'homme qui avait décidé de la destruction d'Hiroshima et de Nagasaki, l'on note que Saturne vient de passer la conjonction avec l'étoile fixe Régulus au début du signe de la Vierge. Mais oui, mais vous le comprenez. Vous ne comprenez pas. Vous ne tenez pas compte de la précession des équinoxes? Mais si. Là encore, constamment, vous êtes à côté du problème. C'est un débat totalement secondaire. Dans les deux cas, Saturne passe sur Régulus, que l'on puisse dire par quel instrument de calcul, qu'à un moment donné, d'après le système précessionnel ou pas. Le problème est là, est-ce que Saturne, oublions les règles des éphémérides, il se trouve que dans les deux cas, Saturne passe sur Régulus. Ça veut quoi? Il dit que c'est dans la Vierge juste pour nous donner une indication de où ça se passe dans le ciel, c'est tout. Et puis après? Le symbolisme de la Vierge, le symbolisme de la Vierge ici n'a pas d'importance. Au niveau du signal, c'est le passage d'une planète sur une étoile. Maintenant, on peut avoir 36 systèmes de référence, ça n'a aucune importance. Mais ça ne... Philippe. Mais quelle importance? Non, c'est aucune importance, c'est simplement une question de... Mais quelle importance que Saturne passe devant Régulus? Attendez, on a dit tout à l'heure que c'était des choix qui avaient été faits à certaines époques. Au final, ça c'est des affirmations, c'est pas des démonstrations. Mais si, écoutez. Est-ce qu'il se passe toujours quelque chose de précis quand Saturne passe devant Régulus? Vous posez 36 questions à la fois, donc il faut savoir. Il y en a un qui dit que ça n'a aucune importance, il y en a un qui dit non, écoutez, moi je suis habitué à ce genre de discussion, il y a des vraies questions, et de toute façon j'ai dit tout à l'heure que notre discussion ici n'était pas de répondre aux objections, mais de montrer qu'il y avait de nouveaux paradigmes qui posaient de nouveaux problèmes. J'ai dit que ces nouveaux problèmes étaient parfois plus complexes que les problèmes qui étaient... C'est pas des vrais problèmes, c'est ça le problème. Comment? Je laisse mon collègue, là. Philippe. C'est à son tour. Philippe. J'aurais une petite question. Eh bien, posez. Moi, c'est que c'est tout le champ du paranormal qui m'intéresse, toute l'affaire, et pas des problèmes précis aussi, tout ça. Et s'il existe des gens qui pourraient vous appeler astrosensibles, ou des gens qui sont des sensitifs, qui ont certains dons de clairvoyance, parfois, télépathie, comme vous acceptez le paradigme darwinien au moins en partie, est-ce que c'est un avantage évolutionniste, évolutif, d'être à condition qu'il existe des sensitifs? Est-ce que c'est un avantage? Est-ce que les sensitifs survivent mieux et ont-ils plus d'enfants que ceux qui ne le seront pas? Ah, mais ça, on peut poser 36 000 questions comme ça. Est-ce que c'est un avantage ou pas un avantage que ce phénomène existe? Si ce n'est pas un avantage, si ce n'est pas un avantage, ça n'a pas de raison de se transmettre. C'est le fait d'avoir un don télépathique et une source de perturbation. Moi, je pense qu'on aura besoin encore de 2 heures de discussion. D'ailleurs, M. Hamel peut nous laisser, on peut continuer à discuter. Moi, je suis à votre disposition. Mais je veux dire, toutes ces questions sont tout à fait honorables et intéressantes à débattre. Effectivement, est-ce que c'est un... Bon, premièrement, vous dites, si c'est pas un avantage, ça n'a pas été transmis. Il ne faut pas exagérer. D'abord, premièrement, ça n'a pas été... Le passage de ce qu'on appelle en anglais nature to nurture, vous savez, donc la notion de nurture qui est bien connue dans la civilisation anglo-saxonne. C'est-à-dire quelque chose qui devient une sorte de seconde nature. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'était au début purement culturel et qui progressivement devient quelque chose de presque instinctif, quelque chose qui est entré dans la nature, ce qu'on appelle en français une seconde nature. C'est une déformation professionnelle, c'est une seconde nature, c'est un automatisme qui s'est fait. C'est les apprentissages. Bon, donc l'apprentissage. Bon, alors, on sait très bien qu'il y a le problème de la marque, avec les difficultés de la question des transmissions. Je l'ai dit dès le départ, je n'ai jamais dit que... Je n'ai pas proposé, au cours de mon intervention, de démontrer
par le détail ce que je disais. Je disais simplement que nous avions actuellement de nouveaux paradigmes qui posaient d'autres questions, auxquelles d'ailleurs, entre parenthèses, vous n'êtes même pas non plus tellement préparés à traiter. Donc, c'est vrai que je vous disais, ce sont d'autres questions que ce que je vous soumets et que vous devez commencer à intégrer. Et c'est pas du jour au lendemain, et c'est pas d'une minute à l'autre que vous allez les intégrer et les maîtriser. Les paradigmes que j'ai posés sont des paradigmes qui demandent de votre part, si vous êtes un petit peu sérieux, pas mal de temps d'incubation et de réflexion. C'est pas d'une seconde à l'autre que vous allez pouvoir les gérer, ces problèmes. Il y a quand même une question. Parce que vous ne les connaissez pas, vous les découvrez à l'instant. Alors comment pouvez-vous discuter de quelque chose que vous venez de découvrir? Mais derrière tout ça, c'est à quoi ça sert en pratique? Moi, je veux bien répondre à cette question, mais je ne pense pas que ce soit. Je demande au président, est-ce que c'est nécessaire que je réponde à la question de savoir en quoi c'est utile? Ça existe, parce que, soit, il y a des gens qui disent, ça existe peut-être, mais c'est pas utile. D'autres qui disent, c'est peut-être utile, mais ça n'existe pas. Alors, faut savoir ce qu'on dit. Alors, est-ce que c'est un critère de l'utilité, est-elle un critère de discussion scientifique? Ah oui. Alors, bon, moi, je veux bien qu'on discute de l'utilité de la chose. Apparemment, c'est utile, puisque, effectivement, c'est toute la théorie du pouvoir qui est en question. C'est-à-dire qu'a priori, c'est tout le phénomène d'organisation sociale, tous les phénomènes de motricité, de mobilité sociale et d'organisation sociale et de rassemblement social qui seraient en quelque sorte modulés par ce signal. Pour vous dire que c'est le peuple juif serait un peu plus sensitif. Ah, ben ça c'est une bonne question C'est une aussi. bonne question, ça. C'est une bonne question. Il se trouve qu'en effet, la question de l'hérédité, ça tout le monde le sait, la question de l'hérédité est restée dans toute l'histoire de l'humanité comme un élément essentiel. C'était pas par hasard qu'effectivement il y a peut-être des choses qui se transmettent effectivement héréditairement. Moi, il se trouve que moi je suis également, moi en tout cas d'origine juive. Je suis donc, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait une thèse de doctorat sur ce sujet. Et effectivement, il y a des filiations, il y a les juifs qui attachent beaucoup d'importance à leur filiation, il y a les dynasties royales qui attachent beaucoup d'importance à leur filiation, il y a effectivement un fait sociologique majeur qui fait que l'humanité ne néglige pas et n'ignore pas la question des filiations génétiques. Peut-être qu'ils le font sans savoir pourquoi, mais effectivement, c'est une question qui se pose. Mais donc je vous réponds, oui. La question n'est pas de savoir si c'est utile ou pas. Si effectivement le pouvoir et le fait, là où je crois que vous avez tout à fait raison, cher monsieur, c'est quand vous dites qu'effectivement ces phénomènes-là sont difficiles à appréhender. Pourquoi ils sont fréquents? Vous avez employé le mot bruit. Effectivement. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, une chose que je critique énormément chez les astrologues, c'est de croire que quand il y a un événement, par exemple, comme la fête du 11 septembre, ils regardent les éphémérides à ce moment-là et ça a l'explication de ce qui s'est passé. Non. Moi je dis, des événements qui se produisent peuvent être provoqués par des processus beaucoup plus anciens. Il n'y a pas l'idée de croire que quelque chose s'explique par la configuration et le signal. Le signal dont nous parlons, c'est un signal dont j'ai dit tout à l'heure qu'il était au départ extrêmement faible, puisqu'il ne concerne qu'une petite population à un moment donné. Et ce n'est qu'avec le temps qu'il se diffuse. Donc le moment où il va donner son ampleur absolue est complètement décalé par rapport au moment où le signal se produit. Ça, c'est des choses assez faciles. Ça, c'est très aristotélicien. C'est effectivement, la cause, elle est là, et puis l'effet, il peut venir à un moment donné beaucoup plus tardif. Et effectivement, relié, c'est comme, entre parenthèses, l'accouchement et la conception. Il y a 9 mois quand même de différence entre les deux. Donc effectivement, là, on est en train de parler de signaux qui sont de l'ordre de la conception, c'est-à-dire de l'ordre du déclenchement, mais dont les effets majeurs ne vont se présenter que beaucoup plus tard. Cela dit, ça ne remet pas en question ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une petite population. Ce qu'il faut bien comprendre, et ça je crois que je crois que vous allez bien comprendre. Vous allez être tous d'accord avec moi sur le fait qu'au début d'un processus, si on prend la source du Saint-Laurent par exemple, la source elle est toute petite, la source du Saint-Laurent. Bon. Et après ça se développe. Donc au début d'un processus, il y a toujours quelque chose qui est très limité, qui est très limité, qui est très ponctuel, et qui ne va se développer et prendre une dimension considérable que petit à petit. On est d'accord là-dessus. Donc l'idée de dire que le signal peut être capté que par un nombre limité de personnes à un certain moment, ça n'a rien d'absurde. C'est absolument rien d'absurde. Bon, maintenant, effectivement, vous avez d'autres questions? J'avais une question. Voilà. Écoutez, sauf erreur, vous vous situez dans la science puisque vous avez 2 doctorats et un postdoc dans les universités françaises. Est-ce que vous acceptez cette prémisse de départ? Non, les doctorats que j'ai faits sont des doctorats d'histoire des textes. Ils ne préjugent absolument pas de la valeur de mes propositions. Mais peu importe, vous vous situez dans le paradigme de la science, puisque vous avez eu un doctorat de... Ce n'est pas des doctorats de sciences. Non, mais peu importe. Peu importe.
continue. OK. Parce que si vous ne vous situez pas comme scientifique, ce qui suit dans ce que je vais dire, vous n'en tenez pas compte. Mais si vous vous situez dans la science, il y a un grand principe en science qui veut qu'on soumette nos textes à des revues avec comité de lecture. Autrement dit, ce sont les pairs qui évaluent si nos idées sont bonnes. Et ma question est, est-ce que vous avez publié dans des revues scientifiques avec comité de lecture? Ou si, oui ou non? Moi, je peux vous répondre non. Si c'est un problème, si ça vous intéresse, si c'est important dans votre débat, il faut simplifier les choses. Bon, alors, je veux dire que si la seule chose qui vous intéresse, c'est de savoir si effectivement ça a été... Bon, moi je ne sais pas si ça va pas très loin comme argument. C'est parce que là, vous avancez des idées, a priori comme ça, intéressantes, mais si elles n'ont jamais été passées au crible d'autres explications plus simples, parce qu'en science, il y a le principe de parcimonie. S'il y a d'autres explications plus simples à ce que vous dites, ben, ça donne rien. Je vous répondrai qu'il y a un début à chaque chose. Effectivement, ce que je vous soumets, c'est quelque chose que je n'ai pas encore décidé de développer dans certains milieux, mais ça ne saurait attendre. J'ajouterai même, cher monsieur, un argument qui peut vous paraître, qui sera peut-être intéressant pour tout le monde, c'est qu'effectivement, pour aggraver un peu la situation, si effectivement la possibilité de montrer que ce signal dont je parle est important, non seulement devrait se manifester sous la forme de ce que j'ai appelé tout à l'heure une certaine forme d'agitation et de mouvement, comme a dit tout à l'heure, on a vu effectivement qu'il y avait un président des États-Unis qui était resté dans son coin et l'autre qui n'avait pas arrêté de bouger. C'est pas du tout incompatible. Parce que souvent, vous savez, un argument qu'on a souvent utilisé, c'est de dire comment se fait-il que la même configuration n'agisse pas de la même manière sur tout le monde, hein? Or là, on n'a pas cet argument, puisqu'on dit que ça n'agit que sur certaines personnes. Et les autres personnes ne sont pas touchées. Elles sont touchées indirectement. Alors, bon, moi, par exemple, donc là, on a un argument qui saute, l'argument d'une action en permanence qui concernerait tout le monde. Là, il se trouve que seules les personnes qui sont astro-sensibles vont capter ce signal et vont agir sur le signal, mais je rajouterai, et je vous laisse après la parole, il est probable que l'on puisse et que l'on doive même un jour le constater au niveau de l'activité cérébrale. Il est évident qu'il faut pouvoir à un moment donné prouver qu'il y a une activité cérébrale qui est accentuée à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle la falsification. Effectivement, c'est une façon d'étudier la question. Alors, si c'est ça qui est votre projet, je vous dis bravo. Autrement dit, faites-le. Et là, il faut cesser de dire des choses non mesurables et passer à la mesure. Associez-vous avec des laboratoires qui mesurent les ondes cérébrales, qui mesurent le cerveau, et faites quelque chose pour nous démontrer qu'il y a des données empiriques qu'on peut mesurer. Moi, vous m'avez donné une demi-heure pour intervenir, et en plus un quart d'heure sur Nostradamus, donc un quart d'heure sur les paradigmes. Je me suis simplement contenté de vous présenter un certain nombre de paradigmes, en vous disant, voilà des sujets qui posent problème et qui demandent une nouvelle réflexion. L'entretien n'a pas eu d'autre objectif. Je suis capable de vous demander si vous aviez des publications, parce que je serais allé les chercher pour les lire. Vous n'en avez pas. Si, j'ai des publications, mais elles ne sont pas... Dans les revues avec comité de lecture. Dans les revues scientifiques. Écoutez, je préfère ne pas polémiquer avec vous là-dessus, effectivement. Je n'ai pas été dans cette direction, effectivement, de validation. Il faut y aller. Si vous êtes sérieux, d'accord. De toute façon, il n'y a pas de souci, monsieur. Que cherchez-vous, là, comme personne? Vous avez commencé avec votre première thèse. Quelle est votre mission dans la vie à vous? Parce qu'en général, quand on se spécialise dans un domaine, tout ça, on s'intéresse dans un domaine, c'est qu'on pense qu'on veut répondre, accomplir quelque chose de personnel qui va nous permettre de nous accomplir, une sorte de mission. Écoutez, monsieur, effectivement, moi je suis un chercheur, j'ai travaillé dans pas mal de domaines, et pas seulement en astrologie. Je pourrais vous parler d'autres recherches que j'ai menées dans d'autres domaines que l'astrologie. Et toujours un peu dans le paranormal, un peu les choses. Non, je pourrais vous faire un exposé de mes travaux dans d'autres domaines que l'astrologie, et même que dans d'autres... Non. Bon, effectivement, je suis un esprit, je suis un peu comme Edgar Morin, je travaille dans un très grand nombre de domaines, des directions. Par exemple, pour vous donner un exemple anecdotique, je travaille, d'ailleurs j'avais l'intention, demain d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a d'autres réunions que j'organise, dans d'autres contextes,
j'avais l'intention de proposer une sorte de système ternaire, c'est-à-dire où je combine 3 disciplines. Il y a la discipline qui pose la question de, par exemple, bon, pour vous donner un exemple, la discipline qui pose la question de qui est-ce qui est influencé, qui est-ce qui sera trop sensible. La question, bon, par exemple, on ne va pas en plus ouvrir d'autres sujets, d'autres dossiers qui vont également générer d'autres problématiques, mais je peux vous donner, par exemple, je vais vous donner simplement à titre anecdotique le fait que je travaille beaucoup sur le rôle de la bouche, par exemple. Le rôle de la bouche, et pas de bouche de ton bouche, là. Non, le rôle de la bouche, c'est-à-dire le rôle de la bouche, le rapport entre les effets psychologiques, la bouche en tant qu'organe de contrôle de ce que nous recevons dans notre corps et de ce que nous émettons par rapport au corps social, par exemple. Donc ce sont des questions qui n'ont rien à voir, ni de près ni de loin, avec l'astrologie, qui sont ce que j'appelle, moi je travaille sur ce qu'on appelle, pour vous répondre, le problème du surmoi. C'est-à-dire tous les systèmes de contrôle. Comment la société s'organise, se structure, se régule, etc. Donc, si vous voulez, d'une certaine manière, tous mes travaux s'inscrivent dans cette problématique de la régulation sociale par les différents moyens, comment l'humanité s'organise, se structure, se développe. Voilà. Mais je suis à vos dispositions pour communiquer, continuer à communiquer par Internet, par mail, parce que je ne suis pas, je suis à Paris, je ne suis pas à Québec, autrement on aurait d'autres réunions. En tout cas, je vous remercie de mais je suis si vous voulez qu'on discute encore un petit peu, avant que, même quand M. Hamel sera parti, je suis à votre disposition, même en dehors de Est-ce que vous pouvez venir à la conférence de ce soir? Oui, je serai là. Ok. Bon, on peut aller. Je serai à 18h30, je serai là. Mais de toute façon, je ne vais pas intervenir. Non, dis-nous de savoir. Vous me reverrez à ce moment-là. Non, mais il y a une période de questions à la fin. Selon que j'ai développé, effectivement, j'ai esquissé sur le rapport à Darwin. Mais le sujet de Darwin, c'est quand même pas spécialement Darwin, c'est la réception, les réactions québécoises à Darwin. Donc on ne va pas entrer peut-être dans le vif de la question. C'était une conférence historique, en même temps. Ce n'est pas une conférence philosophique ou épistémologique. Les questions, on peut les laisser. Ah, on peut les laisser glisser. Oh, oui. Je ne connais pas votre mode opératoire. Mais moi, quand je rencontre une personne, Allez-y, continuez, mais on va continuer. Mais monsieur Hamel, donc. Alors, moi, je suis encore pas ici, je me prépare doucement, là, mais Non, mais je veux dire, je vous remercie, mais on va continuer tranquillement à discuter. Merci d'avoir organisé cette réunion. Malheureusement, je pense que si j'avais invité d'autres personnes, ça aurait été encore plus compliqué de discuter. Peut-être que c'est une bonne idée. Mais par contre, je peux transmettre le message, monsieur Hamel, si vous souhaitez que je demande à d'autres personnes que je connais d'une certaine valeur de vous prendre contact avec vous, je peux le faire. Si vous souhaitez auditionner d'autres chercheurs en astrologie que moi, je peux le faire. Est-ce que ça intéresse l'Assemblée? Est-ce qu'il y en a qui sont au Québec? Comment? Est-ce qu'il y en a qui sont au Québec? Oui, non, je parle de gens de Montréal. Ok. Est-ce que ça vous intéresse de mettre sur pied une autre intervention où je ne serai pas avec des gens qui auront des positions d'ailleurs totalement différentes des miennes? Ça m'intéresse médiocrement parce que nous n'avons pas le sentiment qu'on a un destin particulier à accomplir. Alors, personne non. Bon, donc finalement, c'est très bien que personne ne soit venu. De toute manière, les gens qui ne sont pas venus, ils pourront toujours assister à notre réunion par la voie du film. Vous pouvez nous donner leurs coordonnées. Donc je vous communiquerai quelques personnes, vous verrez ce que vous en faites, mais personnellement, je ne les garantis même pas moi-même. Je vous dis simplement que c'est des gens qui ont une autre façon de travailler que moi, mais en ce qui concerne Michel Gauquelin, puisque M. Hamel en parlait. Vous en avez parlé dans un de vos papiers. Oui, mais c'est un sujet assez complexe. Mais le point très intéressant qu'il faut garder de Gauquelin, sans que vous n'avez pas signalé, c'est que Gauquelin a fini par dire que ces statistiques ne marchaient que sur les gens qui avaient particulièrement réussi professionnellement. Je ne sais pas si vous connaissez cet argument. Oui, c'est ce qu'il disait. C'est important parce qu'effectivement, cette idée, là aussi, Gauquelin introduisait l'idée que finalement, c'était quand même quelque part assez sélectif. Je crois que j'en discutais avant-hier avec quelqu'un qui me disait que quand on rajoute aux séries de Gauquelin des sportifs de troisième catégorie, les statistiques ne marchent plus du tout. De troisième catégorie, une catégorie qui est plus faible. Oui, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, ces travaux de Gauquelin ne marcheraient que pour une certaine élite de gens qui sont... Mais sont... est-ce qu'on sait par contre que parmi les athlètes de très haut niveau, qui ne sont pas on pourrait répondre à votre question tout à l'heure, monsieur. Excusez-moi, je ne vais pas noter les noms. Il semblerait que si on prend les leaders, si on sélectionne professionnellement les gens qui sont les plus en pointe,
au niveau politique intellectuel. C'est-à-dire que ceux qui ont joué un rôle, qui ont été au centre de la société, qui ont joué un rôle de rassembleur intellectuel, etc., effectivement, on dira que cette population-là va probablement être beaucoup plus marquée par les signaux dont j'ai parlé qu'une population anonyme et banale. Si on peut le mesurer, je suis d'accord. Voilà. Donc il faut effectivement rester dans cette idée de rassembler, de faire une sélection de gens selon un critère qui aujourd'hui, jusqu'à présent, n'avait jamais été pris au sérieux, le critère de l'excellence. Le critère de l'excellence professionnelle, de l'excellence des gens qui sont hors commun au niveau du rôle social qu'ils ont pu jouer, et considérer que cette population de l'excellence serait marquée serait liée même à la limite, serait conditionnée par cette capacité. Il faut voir si c'est statistiquement significatif. Non mais voilà, donc je voulais pour simplifier, c'est un peu ce point important. Il faut voir si c'est statistiquement significatif. Voilà. J'arrête, là je dois quitter bientôt, mais vous avez parlé tantôt d'André Barbeau. Vous pouvez orienter, monsieur. Vous avez parlé d'André Barbeau. Oui. Est-ce qu'il est toujours vivant, en fait? Il est toujours vivant, je vous rassure. Bon, voici. Il m'a rendu un fier service dans un article que j'ai écrit dans cette revue, et puis qui a été reproduit aussi en anglais dans le Skeptical Inquirer. Ah oui. Alors, c'est assez prestigieux. Je n'étais pas peu fier d'ailleurs quand ils ont accepté mon texte, mais voici comment il est intervenu. Oui. Il y a une citation qui circule dans la littérature astrologique qu'Einstein est un fervent de l'astrologie, ce qui est archi faux. Oui, oui. Ça a été créé 5 ans après sa mort. Mais c'est André Barbeau qui m'a mis sur la piste parce que je l'ai consulté, je ne donnerai pas le détail parce que ça serait trop long ici, je l'ai consulté et il m'a envoyé cette découpure de journal dans lequel l'origine de cette fausse phrase était, c'est le Uther's Astrologischer Kalender, qui a été publié 5 ans après la mort de... Oh, excusez. Voici. Alors, ça vient de M. Barbeau lui-même, qui a été très gentil. On va le mettre devant la caméra, carrément. Qui a été très gentil de me fournir ce document. Oui, voilà. Ça va peut-être encore mieux, comme ça je la reproduirai. C'est disponible sur Internet, en fait. Oui. Ce texte est disponible. C'est ça. Attendez, ce que monsieur veut montrer, c'est cette coupure spécialement. Là, voilà. C'est disponible sur Internet. Alors, c'est grâce à lui si j'ai pu mettre la main sur l'original. Grâce à un bouquiniste allemand. C'est bien. Et alors, qu'est-ce que vous en avez tiré de cette coupure? Ça vient d'où? C'est une invention? C'est-à-dire que dans la coupure qu'il m'a envoyée, j'avais la source de la fausse phrase attribuée à Einstein. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Alors, j'en ai fait un article, mais c'est grâce à lui parce que j'étais parti j'allais sur une fausse piste. J'avais accusé quelqu'un d'autre d'avoir créé cette phrase. Oui. Bon. Alors, il m'a bien rendu service et je l'ai remercié d'ailleurs. Mais d'accord, écoutez, c'est bien de l'avoir dit. Mais c'est juste pour continuer un peu sur cette veine, moi, ce qui m'énerve chez les astrologues, c'est que d'une part, ils rejettent les conclusions de la science quand les scientifiques nient les influences des astres sur les gens, les horoscopes, c'est de la foutaise. Et par contre, ils sont ravis d'amener dans leur camp des gens comme Einstein, comme Kepler, comme Galilée, comme Newton n'a jamais fait ça. Non, mais il les récupère. Il récupère ces gens-là parce qu'ils ont besoin de la caution scientifique. Et s'ils n'ont pas la caution, ils l'inventent. Et l'autre chose qui m'énerve aussi, c'est qu'ils ne tiennent pas compte de la précession des équinoxes, quand vient le temps de faire des horoscopes, mais ils en tiennent compte quand ils nous parlent de l'ère du Verseau. Mais c'est complètement absurde. Oui, bien sûr. Mais si vous voulez, moi-même je suis, je n'ai pas eu l'occasion de le faire ici, mais moi-même je suis un très grand critique de l'astrologie. J'ai écrit des dizaines d'articles contre les astrologues sur tel et tel point, et j'aurais pu faire une conférence entière, non pas pour présenter mes propositions, mais pour démolir les propositions des astrologues. De ce côté-là, je suis j'ai fait un site qui s'appelle Grande Conjonction, et puis un forum. Donc moi, je peux nourrir au contraire vos attaques sur l'astrologie, mais justement, si vous avez fait attention à l'humour dans lequel j'ai parlé de virus, j'ai dit, il y a de nouvelles, si vous voulez, c'est comme si j'étais dans une conférence, dans un groupe de cancérologie, et je disais, voilà, ben maintenant, il y a une nouvelle génération de virus qu'il faut connaître. C'est ça que mon intervention, c'était un peu ça, c'était pas spécialement vous dire comment on va attaquer ces virus ou comment on va les traiter, mais montrer qu'il y avait de nouveaux positionnements qui faisaient que les anciennes solutions, par exemple la précision des équinoxes, par exemple, bon, tout à l'heure vous avez me dit, non, la précision des équinoxes, moi par exemple quand je parle de la conjonction de Saturne avec une étoile, il n'y a pas de précision des équinoxes, on n'est pas dans le zodiaque. Hein? Donc le débat n'est plus là. On n'est plus en train de dire quand Saturne entre dans telle et telle signe ou dans telle constellation. On parle d'un aspect, d'un alignement d'une planète sur une étoile. Donc à ce moment-là, tout le débat sur pression équinoxe, il est absolument dépassé par rapport à ces
Donc, c'est pour ça qu'il faut que l'arsenal de développement contre les thèses astrologiques, il soit à jour. C'était le rôle de c'était simplement le rôle de ma proposition. Pour d'autres questions, nous pourrons discuter, mais c'était simplement une façon de dire, voilà d'autres arguments, d'autres choses sur lesquelles il y a du grain à moudre. Oui, mais Saturne passe devant Régulus, par exemple. Oui. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Quel est l'avantage? Attendez, on l'a dit largement. On a dit que c'était un signal qui était extrêmement ancien. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y a 10 000 ans, on pouvait déjà savoir que Saturne passait devant Régulus. Oui, oui. Et puis après... Après, que ça donne, comment Mais ça se si, mesure? mais attendez, monsieur, Mais qu'est-ce qui arrive? à partir du moment où ces signaux ont été, comme a dit, je sais pas, quelqu'un ici, que c'était le moment qui déterminait un changement social important, ou Est-ce que tous les changements sociaux importants se sont passés quand Saturne est passé devant Régulus? Alors, oui ou non? On n'a jamais dit ça, parce que je vous ai expliqué tout à l'heure, monsieur, que ce n'était que certains processus initiaux, que, effectivement, après, le processus pouvait se développer largement. Oui, ça se développe si c'est rentable. Donc, voilà, c'est autre chose, là. Mais je vais conclure. Voilà. Peut-être que toutes les objections qu'on ferait à l'astrologie classique sont recevables par vous. Vous voulez refonder, peut-être pas l'astrologie telle qu'elle était, mais refonder les rapports de l'être humain avec le cosmos, mettons-le, disons-le comme ça. Mais pour nous, les mouvements des êtres humains sont totalement indépendants des mouvements des astres. Oui, mais le paradigme de départ, le paradigme très 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 général que vous défendez, il est commun avec celui de l'astrologie classique. Non. Oui, parce que vous dites qu'il y a un lien, oui, mais c'est pas un lien. Ce ne sont pas les planètes qui agissent elles-mêmes par leur... Peu importe, il y a à l'extérieur le cosmos. Non, c'est pas pareil. Et pour nous, les sceptiques, les mouvements des êtres humains sont absolument indépendants de quelque conjonction que ce soit. Les mois de l'année, comme vous disiez vous-même que nous sommes la rencontre de la Lune et du Soleil a déclenché des changements, était marqué le début du mois, le début d'un certain nombre d'activités sociales, ça c'est pas contestable ça. Non, mais c'était des cycles réguliers qui leur permettaient de mesurer le temps. Voilà. C'est devenu culturel. C'est devenu culturel. C'est une façon de découper le temps, mais qu'il y ait un signal non perçu. Non, mais attendez, moi je crois que le problème que vous avez n'est pas là. Pour vous, le problème c'est, est-ce que vous refusez, et moi je refuse aussi, l'idée que les astres ont quelques raisons, ont une raison quelconque d'agir sur nous. Moi je dis, ils n'ont aucune raison d'agir sur nous. Ils n'ont aucune raison d'agir sur nous. Mais si nous avons décidé de leur accorder de l'importance, c'est notre problème. Alors, si vous faites des liens, supposément, j'ai compris d'où ça viendrait, etc. Bon. C'est pas du tout la même chose. Alors, Saturne devant Régulus, alors il vous faut, je répète maintenant, il vous faut des données empiriques. Eh bien, ce n'était pas le sujet de notre intervention d'aujourd'hui. Non, si vous en aviez, je vous ai dit qu'elles n'étaient pas publiées dans les revues scientifiques, c'est tout ce que j'ai dit. Non, mais ce que vous dites, eh bien, d'accord.